Et je vous le disais, notre invitée ce soir, Lucie Castet. Bonsoir Lucie Castet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM TV. Vous êtes la candidate du nouveau Front populaire. Ça y est, la période olympique est passée. La politique va reprendre évidemment son cours. On va y revenir dans un instant. Mais avant cela, j'aimerais quand même vous faire réagir à cette disparition, sans doute du dernier monstre sacré du cinéma français, Alain Delon, qui a fait rêver tant de Français. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris cette nouvelle? Ouais, évidemment, j'ai été frappée par cette nouvelle. C'est un grand homme du cinéma français. J'ai repensé à tous les films que j'ai vus avec lui et que j'appréciais beaucoup. Donc évidemment, une disparition qui rend triste. Absolument, et c'est vrai que vous l'aviez d'ailleurs tweeté hier, vous aviez réagi assez rapidement. Alors, on va parler politique à présent, puisque dans une tribune publiée dans la Tribune dimanche, eh bien, les Insoumis, c'était hier, ont menacé le président de la République d'engager, je cite, une procédure de destitution d'Emmanuel Macron s'il passait outre le résultat des urnes et s'il ne vous nommait pas à Matignon. Le Parti socialiste s'est désolidarisé de cette tribune. Où est-ce que vous vous rangez, vous, Lucie Castet? Est-ce que vous soutenez finalement cette initiative de la France insoumise si le chef de l'État ne vous nomme pas à Matignon? Alors moi, mon sujet, c'est pas la destitution, c'est la cohabitation. Il y a aujourd'hui dans le pays une urgence sociale et démocratique. Ça fait bientôt 2 mois que le résultat des élections législatives est connu. On n'a pas de gouvernement, il y a un gouvernement démissionnaire. Ce qui est absolument urgent maintenant, c'est de mettre en œuvre la politique que les Français attendent, c'est-à-dire une politique qui renforce les services publics, qui apporte des réponses à leurs questions. D'accord, mais donc c'est ça, forcément, moi, mon vous urgence. avez forcément un avis sur cette question, ce fameux article 68 que veut brandir la France insoumise. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Est-ce que vous ne fuyez pas un peu ma question, Non, là? pas du tout. Je pense que la question, l'option institutionnelle la plus simple pour répondre à une nomination d'un gouvernement qui ne correspondrait pas aux résultats des élections, c'est de censurer ce gouvernement. Donc je pense que c'est l'option la plus crédible et qu'il faut privilégier plutôt qu'une destitution. D'accord, donc vous ne vous rangez pas derrière justement cette hypothèse, en tout cas cette idée qui a été brandie hier par la France insoumise. Il n'est pas question de se ranger. Je ne commande pas les initiatives prises parti par parti. Moi, je ne viens pas des partis. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été désignée par l'ensemble des forces politiques du nouveau Front populaire. Donc, il ne me revient pas de commenter initiative après initiative. Je vous dis simplement que moi, mon sujet là, ce n'est pas la destitution, c'est la cohabitation. J'ai hâte qu'elle commence. J'ai hâte qu'on puisse se mettre au travail pour changer la vie des Français. Alors justement, Emmanuel Macron a accepté votre présence à l'Élysée. Ce sera vendredi pour cette consultation. Vous y allez en quelle qualité finalement? Parce que vous n'êtes pas élu, vous n'êtes pas chef de parti, vous n'êtes pas parlementaire, ni sénatrice, ni député, ni même élu local. Sous quelle étiquette? J'y vais comme la personne qui a été désignée par les 4 partis politiques de la force politique qui est arrivée en tête des élections législatives pour être candidate, pour être Première ministre. Donc j'y vais en cette qualité. Le président de la République a souhaité nous recevoir ensemble. Alors, il a accepté le fait que vous y alliez avec Tout à fait. le nouveau Front populaire. Vous Tout n'avez à pas fait. été invité, mais il a accepté que vous soyez là. Il a accepté que je sois là, il nous reçoit en premier, c'est un signe. Je crois qu'il nous reçoit dans l'ordre des résultats des élections. Donc on y va en premier vendredi tous ensemble. Et c'est une très bonne chose. Je pense que c'est un dialogue qui doit avoir lieu avec le président de la République et je m'en réjouis. Mais qu'est-ce que vous allez lui demander finalement au chef de l'État vendredi? D'abord, qu'est-ce que vous attendez de sa part? Et vous, qu'est-ce que vous allez lui dire? Bon, on va avoir une discussion avec lui. Moi, ce que je vais lui dire, c'est que déjà, j'ai hâte que la cohabitation commence, qu'il est absolument urgent de sortir de l'immobilisme dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui. Il est absolument urgent d'apporter des réponses aux Français. Et que nous, on veut démontrer qu'une autre politique est possible, puisque c'est ce que les électeurs ont demandé. Une autre politique est possible que celle qui a été menée pendant toutes ces années, pendant 7 ans maintenant, et qu'il est absolument indispensable de mettre en œuvre cette autre politique, notamment pour que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir en France. C'est extrêmement important. Je pense que le président de la République peut y être sensible. Mais quand vous dites j'ai hâte finalement que ça commence, j'ai hâte que cette cohabitation commence, on a l'impression que vous êtes un peu dans le déni finalement, puisque le président de la République avait balayé d'un revers de la main votre candidature lors d'une interview juste avant les Jeux Olympiques. Vous n'êtes pas dans le déni justement parce que vous n'y êtes pas à Matignon et vraisemblablement le président ne souhaite pas que vous y alliez.
La logique institutionnelle, quand dans toutes les démocraties parlementaires, c'est que on demande à la première force politique issue des élections législatives de former un gouvernement. Donc je ne suis pas dans le déni, je réponds à la logique institutionnelle. Maintenant, on a conscience qu'il est nécessaire de faire des compromis, de travailler avec le Parlement. Là, on est passé dans une situation où le Parlement va de fait avoir un rôle beaucoup plus important dans la vie démocratique de notre pays. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et donc, on y va pour présenter notre état d'esprit, dire qu'on travaillera avec le Parlement, avec l'ensemble des parlementaires. Et c'est d'ailleurs tout le sens du courrier que nous avons adressé, moi, avec les présidents de groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour expliquer dans quel état d'esprit on se trouve pour démarrer cette cohabitation et travailler au sein du Parlement. D'accord, mais pour bien que les téléspectateurs qui nous regardent comprennent, vous parlez de logique institutionnelle, finalement, que voudrait que le gouvernement revienne au nouveau Front populaire. La vision du chef de l'État, ce n'est pas celle-là. La vision du chef de l'État, c'est de dire, finalement, ces élections, personne n'a gagné. On a 3 blocs politiques, et moi, mon rôle, c'est de tenter de réunir 289 députés qui ne voteront pas cette motion de censure. Est-ce que finalement... dans cette configuration parlementaire, avec ces 3 blocs, pas forcément répartis de la même façon, mais est-ce qu'il ne faut pas prendre son temps, tenter d'établir des coalitions, tenter de mettre en place des compromis au service des Français, justement, et ne pas que chaque parti reste finalement sur son idée et son principe? Il me semble qu'il faut fonctionner dans l'autre sens. Il y a un résultat des élections qui est très clair. Il y a un bloc qui est arrivé en tête. Certes, il n'a pas de majorité absolue, il a une majorité relative. Nous en avons tout à fait conscience. Et donc maintenant, l'idée, c'est on fait désigner un gouvernement parmi ce bloc. Dans ce bloc construit un gouvernement. Et une fois que le gouvernement est constitué, on crée les conditions pour que des coalitions puissent travailler et donc qu'on puisse mettre en œuvre des projets qui répondent aux aspirations des Français qui ont été exprimées dans les urnes sur la base d'un programme qui va être mis en œuvre et donc faire l'objet de discussions avec les autres groupes à l'Assemblée. C'est dans ce sens-là qu'il faut procéder. Il y a un mandat qui est clair. Il faut maintenant le suivre. D'accord, mais quand vous parlez de logique institutionnelle, finalement, c'est le président de la République qui va choisir. C'est lui qui a, en tout cas, les clés pour vous nommer ou pas à Matignon. On peut critiquer, évidemment, sa position. On peut critiquer cette position qu'il a de dire, finalement, personne n'a gagné ces élections. Et c'est parfaitement critiquable, en tout cas, par les uns et par les autres. Mais au final, c'est lui qui va choisir. Donc comment on sort de cette impasse? Comment on sort de cela? C'est à lui de répondre à cette question, c'est à lui de nous sortir de cette impasse. On est dans une situation d'immobilisme. Vous disiez tout à l'heure, prendre le temps. Mais le temps, on ne l'a plus. Les gens, là, on est à 10 jours de la rentrée scolaire, ils se demandent concrètement si leur enfant aura un prof devant lui dans sa classe. On a aujourd'hui des services d'urgence, par exemple à Laval, qui ont fermé 22 nuits en un mois pendant l'été. On a des feux de forêt qui se déclarent, donc il y a l'urgence climatique qui est on ne peut plus présente. On n'a plus le temps. Les gens... Il y a des ministres qui sont en place, ils sont démissionnaires. Ils sont démissionnaires. Alors, et vous faites très bien d'en parler. Les ministres sont démissionnaires. Ils sont en train de préparer le budget pour 2025. Le budget, c'est l'acte politique par excellence. C'est là-dedans qu'on fixe les priorités qu'on souhaite financer pour l'année qui suit, donc pour 2025. C'est avec ce budget qu'on dit combien on va rémunérer nos enseignants. C'est avec ce budget qu'on dit combien on aura de médecins. Par exemple, il y a l'information qui est sortie là en juillet, c'est qu'il y aura 15 000 médecins internes en moins dans les hôpitaux en France l'année prochaine. Est-ce que vraiment la France, qui avait des services de santé d'excellence, qui font la fierté de l'ensemble des Français, peut se permettre d'avoir 15 000 médecins internes de moins à l'hôpital? La réponse est non. La réponse est non. Donc en fait, chacun se renvoie la balle. Non, pas du tout. Vous expliquez que c'est la faute du chef de l'État et le chef de l'État explique que c'est vous qui restez finalement entêté dans cette coalition qui n'a pas de majorité absolue. Ce qu'on dit, nous, c'est que les Français attendent des solutions, attendent des réponses, attendent des politiques. Le résultat des élections est clair. Les électeurs ont dit, pardonnez-moi, c'est successivement... 1510, ce n'est pas 15 000, c'est 1510. Vous avez parlé de 15 000 médecins. Les chiffres que l'on a, c'est 1510. Autant pour moi. Voilà, pour rectifier. On a le résultat des élections successives, les européennes, puis les législatives, qui montrent que les Français souhaitent qu'on tourne le dos à la politique qui a été menée pendant 7 ans. Il est nécessaire maintenant de mettre en œuvre un programme, des mesures qui tiennent compte de ça. Les Français ont aussi massivement tourné le dos à l'extrême droite lors du second tour. Ils ont répondu à l'appel de barrage républicain. Il faut tenir compte de ça. Or là, l'immobilisme dans lequel on se situe crée de la défiance envers nos institutions et c'est extrêmement dramatique. C'est ça dont je souhaite qu'on sorte aujourd'hui.
Mhm. Alors, beaucoup de personnalités politiques, finalement, plaident pour une coalition qui irait des sociodémocrates jusqu'aux républicains, en excluant finalement la France insoumise. Est-ce que vous seriez prête tout simplement à vous passer de la France insoumise pour faire avancer la situation et pour aller vers la constitution d'un gouvernement? Je l'ai toujours dit, c'est très clair, le gouvernement que l'on propose avec le nouveau Fonds populaire comportera toutes les composantes du nouveau Fonds populaire, y compris la France insoumise, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. D'accord, donc il ne passera pas quelques jours, ça vous en avez conscience? Non, pas du tout. Je pense qu'on peut trouver des coalitions sur énormément de sujets. On a beaucoup de députés, par exemple des députés Lyotte, qui sont prêts à travailler avec nous sur la question des déserts médicaux. On a beaucoup de députés qui sont prêts à travailler sur la question de la rémunération des enseignants. On a même des députés qui sont bien au-delà du NFP, qui sont prêts à travailler sur des questions fiscales, sur la question de la suppression de certaines niches fiscales ou des exonérations de charges patronales sur les salaires. Je pense qu'on peut trouver texte par texte des coalitions si chacun accepte de dépasser les clivages politiciens. Et c'est aussi pour ça que je suis là. D'accord, mais la majorité des députés centristes du camp présidentiel, les Républicains, le Rassemblement national, ont dit qu'ils ne voudraient pas d'un gouvernement dans lequel il y aurait justement des personnalités issues de la France insoumise. Ça, vous ne l'entendez pas. Vous vous bandez les yeux et vous avancez. Je l'entends. Je pense néanmoins que si un gouvernement est formé et que l'on propose des choses qui démontrent des succès, des progrès absolument factuels pour la vie des Français, alors je pense qu'il y aura des votes à l'Assemblée qui permettront, et au Sénat, qui permettront d'avancer sur ces projets, de valider ces projets. Sinon, les parlementaires prendront leurs responsabilités. Je pense qu'il n'est pas possible, devant les électeurs, de dire ce programme-là a été soutenu et nous ne votons pas favorablement pour ces mesures. Alors, puisqu'on est dans cette constitution du gouvernement dont vous parlez, est-ce que vous avez déjà une équipe gouvernementale qui est prête finalement, avec des noms, avec peut-être aussi la création de nouveaux ministères? Peut-être que ce serait envisageable. Est-ce que tout cela est prêt? Tout ça est en cours de constitution. Évidemment, on a des discussions avec les forces politiques du nouveau Front populaire. Il est bien trop tôt pour révéler des noms ou la composition du gouvernement. Évidemment, on est en train aussi de réfléchir à l'architecture gouvernementale qui devra traduire les grandes priorités du gouvernement qui sera mis en place. Bon, il y a un nom qui revient quand même de plus en plus, en tout cas dans l'entourage du chef de l'État. Vous savez de qui, j'imagine, je vais parler. C'est Bernard Cazeneuve, socialiste, ancien socialiste en tout cas, qui a été Premier ministre et qui pourrait en tout cas être nommé par Emmanuel Macron. Finalement, Bernard Cazeneuve, est-ce qu'il pourrait embarquer une cinquantaine, une soixantaine de socialistes avec lui, le camp présidentiel, une partie des Républicains? On arriverait à 289 députés. Mais pour vous, finalement, ça ne ferait pas l'affaire, Bernard Cazeneuve? C'est un homme de gauche. En fait, malgré tout le respect que je peux avoir pour Bernard Cazeneuve, ce n'est pas une question personnelle. Quel est le mandat sur lequel Bernard Cazeneuve se baserait pour gouverner? La logique institutionnelle, encore une fois, veut que c'est la force politique qui est arrivée en premier aux élections qui compose un gouvernement et qui ensuite va chercher des coalitions texte par texte, travaille à des alliances au sein du Parlement. Donc je ne vois pas sur quel mandat Bernard Cazeneuve pourrait gouverner. Alors, on va revenir d'ailleurs sur ce qu'a dit Marine Le Pen hier sur Twitter, puisque Marine Le Pen parle d'un coup de force démocratique. Vous n'avez aucune légitimité, en tout cas à ses yeux. Voilà ce qu'elle a dit. À quel titre Lucie Castet prétend participer à la réunion de vendredi à l'Élysée concernant les chefs de parti et les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat? C'est une décision qui s'apparente à un coup de force. Qu'est-ce que vous répondez d'ailleurs au Rassemblement national? Comment est-ce que vous les percevez dans l'échiquier politique? Alors, je pense que ce tweet de Marine Le Pen est extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui appellent à un renouvellement de la politique et des pratiques en politique. Je pense qu'en me choisissant, c'est aussi ce qu'a proposé le nouveau Front populaire. Ils ont choisi quelqu'un qui n'était pas parmi les partis politiques, qui avait des engagements militants, des engagements associatifs importants. Vous savez que je suis engagée pour la défense des services publics et aussi dans la lutte contre l'extrême droite. Donc, j'y vois un écho dans le tweet de Marine Le Pen. Et donc, je pense que c'est extrêmement intéressant que Marine Le Pen ait une réaction extrêmement conservatrice en questionnant de cette manière ma légitimité. Mais qu'est-ce que vous dites aux électeurs du Rassemblement national? Parce qu'on a bien vu que pendant ces élections législatives, par exemple, la classe ouvrière, beaucoup se sont tournés vers le Rassemblement national. Comment est-ce que vous comptez récupérer ces électeurs-là qui ne vous sont pas acquis aujourd'hui? Je pense que c'est extrêmement important de ne pas balayer ces électeurs-là et il ne faut surtout pas mépriser les gens qui ont voté pour le Rassemblement national. Beaucoup de gens ont voté, il me semble, pour le Rassemblement national
Sur la base de fausses promesses de la part, de ce parti, notamment sur la restauration des services publics. Mmh. Marine Le Pen parlait, de restaurer l'âge d'or des services publics, mais en réalité, c'est totalement mensonger. Si on regarde simplement le programme économique, du Rassemblement national, on constate qu'il conduirait à priver, de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an les finances publiques et Mmh. donc ça conduirait à ne plus être en mesure, encore moins, de financer les services publics. Par ailleurs, le programme du Rassemblement national prône des services publics qui trient, les étrangers et qui trient les citoyens en fonction de leurs origines. Et donc c'est totalement à rebours de la logique universelle, des services publics, et ça conduirait à détricoter les services publics. Et par ailleurs, il considère également, que les services publics sont trop dotés en fonctionnaires. Il y aurait une forme d'obésité administrative, c'est ça la petite musique du Rassemblement national sur les services publics. J'ai du mal à voir comment on restaure les lettres de noblesse des services publics, en réduisant, le nombre d'agents publics, le nombre de personnes devant, les enfants à l'école ou le nombre de personnels soignants à l'hôpital public. Alors, puisque vous évoquez la question de la gestion financière, quand évidemment on aspire à ces plus hautes responsabilités de l'État, on est forcément comptable de son passé. Vous êtes toujours directrice des finances et des achats de la mairie de Paris, et la dette de Paris, eh bien, va atteindre en 2025 près de 10 milliards d'euros. Elle était de 4 milliards d'euros en 2024. C'est presque plus que le double en seulement 10 ans. Est-ce que vous comprenez que dans ce cadre, il y ait une inquiétude des Français, de vos oppositions politiques, qui en quelque sorte expliquerait, voilà, Lucie Castet à Matignon, finalement, ce serait la gabegie financière? Bon, déjà, je ne m'exprime pas au titre de la ville de Paris ici, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que comme vous le savez, les collectivités territoriales ne s'endettent pas, pour financer leur fonctionnement. À l'inverse de l'État, elles ont une règle qui les empêche de faire ça, donc elles s'endettent pour financer leur investissement. Dans le cas de Paris, il y a des investissements massifs qui ont été, mis en place pour financer notamment la transition écologique, et je pense qu'on peut dire que c'est un succès. Et donc, D'accord, mais il va bien falloir la rembourser, cette tout dette, à fait, à un mais moment. c'est le principe de la dette, hein, c'est un investissement, dans le long terme. On s'endette pour financer, des investissements, des projets qui bénéficient aussi aux générations futures, donc c'est la logique de l'endettement. Par ailleurs, il me semble que la dette de l'État est extrêmement élevée et que souvent les critiques viennent, du camp des gens qui sont plutôt aux affaires aujourd'hui, et donc ça me Mais une semble dette assez ironique. abyssale, et vous souhaitez aller encore plus loin dans des investissements qui vont alourdir cette dette encore? Alors là, si on parle de la France, cette fois, non. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va financer nos dépenses. Toutes nos dépenses, à l'inverse de ce que fait, le gouvernement sortant, le gouvernement démissionnaire, toutes nos dépenses seront financées. C'est-à-dire que nous, on va aller chercher des recettes, et pour financer l'intégralité de nos dépenses. Donc on ne va pas, financer nos dépenses par de la création de nouveaux déficits. C'est une politique économique extrêmement, sérieuse Mais vous et ne l'avez pas fait, responsable. vous ne l'avez pas fait à la mairie de Paris, puisque la dette a doublé, plus que doublé en 10 ans. La dette a doublé, la dette a augmenté à la mairie de Paris pour financer des investissements productifs. Par ailleurs, il est vrai qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales, du fait de la politique mise en place par le gouvernement sortant, sont dans une situation financière et budgétaire extrêmement compliquée. Ça, tout le monde le dit. Mais la santé financière de la ville de Paris est très bonne. Elle est, par exemple, notée par les agences de notation. Elle a la meilleure note possible d'une agence de notation. Et ses fondamentaux sont extrêmement sains, donc il n'y a pas de difficulté à cet égard. Alors, il y a un point sur lequel on ne vous a pas vraiment entendu, ce sont les questions internationales. Parce que finalement, quand, encore une fois, vous aspirez à être première ministre, par exemple, sur la question du Proche-Orient, quelle est votre approche? Qu'est-ce qui vous différencie de celle du chef de l'État? Sur la question du conflit israélo-palestinien? Non, ma position, elle est très claire, c'est qu'il faut avoir une approche équilibrée, il faut absolument éviter toute forme d'escalade. La position portée par le NFP, là, est extrêmement limpide. Il faut condamner, évidemment, sans aucune réserve, les attaques terroristes du 7 octobre. Là-dessus, vous êtes parfaitement clair. Oui, tout à fait clair. Il faut par ailleurs demander la libération des otages, mais il faut aussi mettre un terme absolument immédiat aux attaques, aux massacres qui ont lieu à Gaza. Le respect du droit. Demander un cessez-le-feu Demander un cessez-le-feu immédiat, permettre au droit humanitaire de s'exercer, permettre à l'aide humanitaire de parvenir à la bande de Gaza. Au fond, c'est ce que dit le président de la République. Oui, c'est ce que dit le président de la République. On a le droit d'avoir des accords sur certains points. Je pense qu'on peut être encore plus incisif là-dessus et peser encore plus fort en termes diplomatiques pour que ces massacres cessent. C'est absolument intolérable. Le droit humanitaire, le droit international est violé chaque jour. Et donc, il me semble absolument fondamental de mettre tout son poids pour faire cesser ces actions intolérables. Et par ailleurs, il me semble nécessaire de choisir la solution, de privilégier, de mettre tout notre poids pour privilégier la solution à deux États.
Un mot quand même, Lucie Castet, pour terminer cette interview. Ça sera quoi la suite pour vous? Vous étiez, et n'y voyez aucune offense, inconnu, c'est vrai, du grand public lorsque vous étiez à la mairie de Paris, et vous y êtes toujours. Là, vous êtes plongé dans un bain médiatique gigantesque. Est-ce que vous allez vous engager si vous n'êtes pas élu, enfin si vous n'êtes pas plutôt nommé, pardonnez-moi, à Matignon, auprès des socialistes, auprès des insoumis, auprès des écologistes? C'est quoi votre ligne politique au fond? On a du mal à la cerner. Pour l'instant, vraiment, sincèrement, toute mon énergie est mise dans la préparation d'un programme de gouvernement pour changer la vie des Français, pour répondre à leurs attentes. Et donc, on pourra avoir cette conversation plus tard, mais ça n'est pas mon objectif à court terme de réfléchir à d'autres options. Bon, eh bien merci en tout cas, merci infiniment Lucie Castet d'être Merci à venue vous. sur notre plateau sur BFM TV, et on suivra évidemment ces consultations, vous l'imaginez bien, de vendredi à l'Élysée avec les chefs de parti, les présidents de groupes parlementaires et vous, emmenés par le NFP. Merci à vous Merci. Lucie Castet.